De retour dans sa tente, Mike commença à faire ses bagages et tenta d'établir une connexion satellite sécurisée. La géographie locale et les gisements minéraux rendaient la communication difficile, les appels vidéo étaient presque impossibles et seuls de courts messages textes arrivaient de manière fiable. Il essaya de contacter Lynette, sa femme depuis 3 ans, mais en vain. Il lui envoya alors un message rapide pour lui dire qu'il rentrerait en vacances dans un jour ou deux. Son plan était de récupérer sa femme puis d'aller rendre visite à ses parents à Springfield. Son frère, Brian, venait de sortir de West Point et était déjà rentré chez lui en permission courte, en attendant son entrée en formation d'officier avant d'être muté à Fort Huachuca, en Arizona, où il suivrait une formation avancée en tant qu'officier du renseignement militaire. Mike était le plus grand et le plus fort des deux garçons, ce qui était utile à présent, mais Brian avait toujours été intelligent. Il trouvait cela un peu drôle. Alors que Brian admirait son frère aîné et voulait suivre ses traces, la vérité était que Mike admirait son petit frère pour sa ruse et sa capacité à résoudre les problèmes. Enfant, ils jouaient souvent à l'armée dans les bois derrière la maison de leurs parents. Brian faisait semblant de faire du repérage et de recueillir des renseignements sur l'ennemi, qui se composait généralement de cailloux, les méchants dans leur jeu. Il s'approchait furtivement, puis revenait en fournissant à Mike une carte de la zone et une suggestion d'action. Mike, étant le plus grand et le plus fort des deux, passait alors à l'attaque et détruisait l'ennemi, Brian assurant le soutien nécessaire. Il sourit en se remémorant ces moments. « Mon Dieu, j'aimerais que Brian soit ici avec nous », se dit-il. Puis il pensa à sa jeune sœur, Marilyn. Elle aura 15 ans ce mois-ci, pensa-t-il. Étant la cadette de la famille et la seule fille en plus de sa mère, bien sûr, elle avait beaucoup plus de liberté que les garçons. Cela pouvait aussi être dû au fait qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa mère à son âge et qu'elle était tout aussi rusée. Elle avait grandi pour devenir une vraie beauté et il savait qu'un jour, elle décevrait bien des garçons. « J'espère que papa a un bon fusil », pensa-t-il. Bien sûr, il pensait à ses parents, Chris et Chloé Weber. Ils étaient mariés depuis 2002 et formaient littéralement un couple pour la vie. Il ne connaissait aucun couple qui montrait autant de passion l'un pour l'autre que ses parents. Souvent, enfant, il rentrait de l'école pour les retrouver dans la piscine, s'étreignant tendrement. Il trouvait mignon que même dans la cinquantaine, ils se cherchaient comme des adolescents amoureux dans « L'amour sous la chaleur ». Ils se disaient parfois frères et sœurs, bien qu'il n'ait aucun lien de parenté. Il connaissait l'histoire derrière cela et trouvait cela mignon, mais un peu étrange quand même. Son père, un photographe accompli qui avait commencé à travailler pour un journal local, avait publié de nombreuses photos dans des grands médias et avait remporté des prix pour certains de ses travaux. Il était également un auteur à succès, écrivant plusieurs livres, dont un sur un homme condamné à mort après avoir été faussement accusé d'adultère. Il a lu tous les livres de son père et était ravi de son talent. Sa mère est devenue infirmière en chef dans la maternité de l'hôpital local où elle travaillait depuis l'université. Il savait aussi qu'Amy Jenkins, la femme qu'ils connaissaient tous comme Tante Amy, serait là avec son mari, le docteur Mark Jenkins. Amy n'était pas de leur famille, mais était une amie proche de leurs parents, qui l'avaient adoptée officieusement comme leur sœur. Sa tablette a vibré, indiquant un nouveau message. Revenant au présent, il l'a lu 2 fois. C'était une courte réponse de sa femme, l'informant qu'elle ne pourrait pas rentrer à la maison et serait plutôt avec son patron, qui partait en voyage d'études en Europe. Zut, pensa-t-il. De tous les week-ends, elle devait partir celui-là. Cela s'était déjà produit plusieurs fois, cela commençait sérieusement à l'agacer. Pour aggraver les choses, son patron n'était autre que le susmentionné général de brigade master, qui trouvait toujours les pires moments possibles pour l'éloigner de lui. Entre les visites dans diverses bases militaires pour des contrôles, les réunions avec des officiels au Capitole ou les missions à l'étranger, elle semblait être plus souvent absente qu'à la maison. Il souhaitait qu'elle lui dise ne serait-ce qu'une fois qu'elle avait besoin d'être avec son mari. Après tout, elle n'est pas militaire et le général pourrait toujours choisir un autre assistant personnel pour organiser son emploi du temps. Il commença à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus qu'elle ne disait pas. Il lui avait toujours fait confiance, mais en y repensant, il réalisa que leur temps ensemble avait été très court et leur vie sexuelle avait presque disparu depuis qu'elle travaillait pour le général. Elle était même absente la veille de son départ en mission, disant que le général avait une réunion importante avec un sénateur qui ne croyait pas que l'armée devait envoyer des troupes dans cette partie de l'Afrique.
Elle n'est rentrée chez elle que vers 4 heures du matin, juste à temps pour son départ. Ils se sont brièvement embrassés en se croisant dans l'allée et il a remarqué qu'elle sentait étrange, mais il n'a pas su dire quoi. « Appelle-moi », dit-elle en entrant dans la maison, et c'était tout. Pas de « je t'aime », pas de « sois prudent », rien de tout ça. Il se demandait si elle se souciait vraiment du fait qu'il allait être impliqué dans une autre opération de la guerre contre le terrorisme qui n'en finissait pas et qui avait commencé en 2001. Lors de ce dernier voyage d'affaires, il a reçu un total de 2 lettres, 3 emails et 4 courts messages textes. Rien pour son anniversaire, les fêtes ou l'anniversaire de mariage. Le premier email disait que le général la gardait très occupée et qu'elle n'aurait peut-être pas beaucoup de temps pour communiquer, mais « je t'aime toujours et tu me manques », écrivait-elle. Oui, bien sûr, pensa-t-il. Lui, en revanche, envoyait des messages textes ou des emails tous les jours quand il le pouvait, bien qu'il n'attende plus de réponse. C'était difficile, mais il ne voulait même pas penser à la possibilité de trahison. Il avait vu ce que cela avait fait à d'autres soldats sur le champ de bataille et ce n'était pas joli. Maintenant, elle est censée être en mission avec le général. Quelque chose ne collait pas ici. Il prit la tablette. En ouvrant l'application de localisation du téléphone, il composa le numéro de sa femme. Ces dernières années, le Congrès a adopté des lois exigeant des traceurs sur tous les téléphones portables civils afin qu'ils puissent être facilement localisés et suivis. Si le téléphone était allumé ou avait une batterie installée, sa position pouvait être suivie et enregistrée par l'opérateur, qui à son tour donnait accès au département de la sécurité intérieure et au département de la défense. L'idée était de suivre les terroristes potentiels. Quelques minutes plus tard, un point rouge lumineux apparut sur la carte. Il regarda et ne pouvait pas croire ses yeux. Le point était à environ 150 miles à l'est des Bahamas. Que diable faisait-elle là-bas ? Il n'était pas stupide et savait que ce n'était certainement pas l'itinéraire à prendre pour un voyage officiel en Europe. Selon l'application, c'était le dernier emplacement connu de son téléphone enregistré il y a 2 jours. Où diable est-elle et que fait-elle ? Et comment pouvait-elle lui envoyer des messages textes alors que son téléphone n'avait pas été allumé depuis 2 jours ? En examinant de plus près son message, il remarqua qu'il provenait d'un appareil du département de la Défense avec le suivi désactivé pour des raisons de sécurité. Apparemment, le système redirigeait les messages vers cet appareil. Il lui envoya une réponse par SMS. « Je vais rendre visite à mes parents quand je rentre. Que tu sois à la maison ou non. Si on me demande où est ma femme, je dirai simplement qu'elle pense que passer du temps avec le général est plus important que sa famille. Et pourquoi diable l'as-tu emmené ? Ton téléphone est coincé à l'est des Bahamas. Où es-tu exactement ? Demanda-t-il. La réponse arriva quelques minutes plus tard. Apparemment, il avait touché un point sensible chez elle. C'est mon foutu boulot. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec le téléphone. Je l'ai éteint quand il a commencé à bugger. Fais ce que tu as à faire. Je serai à la maison quand j'y serai. Dis-leur ce que tu veux. Au revoir, écrivit-elle. Fichu travail, pensa-t-il. Pour la première fois depuis qu'elle avait pris ce travail, il pensait sérieusement au divorce. Il n'avait pas besoin de ses ennuis. Pire, il pensa que le général avait peut-être vu son message. Il avait entendu des rumeurs selon lesquelles le général avait le don de placer délibérément les personnes qu'il avait mis en colère dans des situations dangereuses et se demandait si le même sort l'attendait. Cependant, il avait de nombreuses questions sans réponse. Malheureusement, il n'y avait pas assez de bande passante ici pour en faire plus, mais il jura d'obtenir des réponses une fois rentré chez lui. Il dîna, puis prépara son équipement pour le lendemain. Bien après s'être couché cette nuit-là, il continua à penser à Lynette. Le lendemain fut mouvementé. Après le petit déjeuner, la compagnie dressa ses tentes, puis chargea son équipement dans l'un des énormes avions de transport qui les ramènerait chez eux. Une fois terminé, le premier sergent Roberts a rassemblé la compagnie pour l'inspection finale et a accompagné Mike alors qu'il vérifiait chaque soldat et leur équipement avant de partir. Ceux-ci étaient des soldats professionnels, donc il savait qu'il n'y aurait pas de problème, mais il devait suivre le protocole de l'armée. Il a ordonné aux soldats de monter à bord et à regarder alors qu'ils entraient dans l'avion de transport par équipe. Une fois que tout le monde était à bord, lui et le premier sergent ont effectué une dernière vérification avant de s'approcher de l'avion de tête. « Allez-y, premier sergent », a dit Mike. Le grand homme a hoché la tête et est entré à l'intérieur.
Mike s'assurait toujours d'être le premier sur le terrain et le dernier à en partir. Cette fois ne faisait pas exception. Après avoir jeté un dernier coup d'œil autour de lui, il est monté dans l'avion et a pris place sur l'un des sièges en toile. Mike a essayé de dormir pendant le long vol de retour, mais des images de Lynette et du général continuaient de lui traverser l'esprit. L'avion a atterri à la base conjointe d'Anacostia aux environs de 4h30 du matin. Après s'être occupé de ses hommes, Mike est rentré chez lui dans le quartier des officiers. La maison était sombre et semblait identique à celle qu'il avait quittée il y a 6 mois. Autant qu'il puisse en juger, personne n'était entré dans la maison depuis son départ. Il a rangé son équipement, s'est douché et s'est changé en jean et un t-shirt, remarquant que la plupart, sinon tout, les affaires et accessoires de Lynette avaient disparu. Après avoir consulté le courrier, il a remarqué que bien que les factures aient été payées, rien d'autre n'avait été fait. Il a également remarqué que les lettres qu'il avait envoyées à sa femme étaient restées sur la table, non ouvertes. Les aliments dans le réfrigérateur étaient vieux et gâtés. Certains produits étaient couverts de moisissures vertes. Il a jeté les déchets et nettoyé le réfrigérateur pour éviter les mauvaises odeurs dans toute la maison. Il a vérifié son compte en banque pour s'assurer que tout allait bien, et autant qu'il puisse en juger, tout était en ordre. Lynette s'occupait habituellement des factures, donc il ne savait pas vraiment ce qui était normal. Heureusement, les factures étaient payées automatiquement et les chèques de paye des deux allaient directement sur le compte. Il était un peu après 8h30 lorsqu'il a appelé le bureau de Lynette, espérant obtenir des réponses. « Désolé, capitaine Weber », a dit la voix féminine à l'autre bout du fil. Madame Weber et le général Master sont tous les deux en vacances et ne seront de retour qu'à la fin du mois. « En vacances ?» a demandé Mike. « Êtes-vous sûr de cela ?» Ma femme m'a dit qu'elle et le général étaient en tournée d'études en Europe. Non, je n'ai aucune information sur une tournée d'études. Ils ont tous les deux pris des congés en même temps et ont dit qu'ils seraient injoignables, a dit la femme. Depuis combien de temps ces vacances étaient-elles prévues? A demandé Mike. Laissez-moi voir, a dit la femme. Il semblerait qu'ils aient demandé des congés il y a 2 mois. Il est indiqué ici que le général et votre femme voulaient vous surprendre à votre retour d'Afrique pour vos services là-bas. C'est ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? A demandé Mike sarcastiquement. Eh bien, ils m'ont vraiment surpris. Ont-ils laissé des coordonnées? Ils ont laissé le numéro de téléphone personnel de votre femme, a dit la femme. Génial, a pensé Mike. Au diable, a-t-il pensé. Compris, dit-il à la femme. Merci pour votre aide. De rien, monsieur, répondit-elle. Et bienvenue chez vous. Mike remercia la femme et raccrocha. Il s'assit et commença à réfléchir à ses options. Le divorce semblait presque inévitable à ce stade. Certes, cela aurait pu ruiner sa carrière, mais sa vie était déjà en ruine. S'il donnait du fil à retordre à Lynette, le général et ses amis au Capitole pourraient vraiment le piéger. Il décida d'appeler son père. « Salut, Mike, dit son père, décrochant le téléphone dès la première sonnerie. « Veux-tu passer en vidéo? Cela fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. » Mike sourit. « Bien sûr, papa, attends 1 minute, dit-il, allumant l'écran géant et appuyant sur un bouton du téléphone. Le visage de son père remplit l'écran de télévision. « Te voilà, dit l'homme plus âgé. Je vois que tu es bronzé. »« Oui, l'Afrique était amusante, dit Mike. »« Es-tu prêt à venir chez nous? »« Tout le monde attend et a hâte de te voir, dit Chris. »« Je pars aujourd'hui ou demain, dit Mike. »« Que s'est-il passé, mon fils? » Tu as dit, je. Où est cette charmante épouse à toi? Demanda Chris. L'homme plus âgé avait toujours su le lire comme un livre ouvert. Je ne sais pas où elle est, papa, dit Mike. Elle a dit qu'elle était en voyage d'études avec le général Master en Europe, mais son téléphone a été localisé pour la dernière fois à l'est des Bahamas. Son bureau dit qu'elle et le général sont en vacances jusqu'à la fin du mois, mais ne savent pas où elle ou son patron se trouvent. Je pars aujourd'hui ou demain seul. Chris parut triste après avoir entendu les nouvelles de Mike. Je comprends que le général Master est dans ta chaîne de commandement, dit Chris. Mike hocha la tête. Et c'est son patron? Mike hocha de nouveau la tête. Ça ne semble pas bon, mon fils. Que prévois-tu de faire? Demanda-t-il. Je ne sais pas, papa. J'ai besoin d'informations, mais je ne sais pas où chercher ni quoi faire, dit Mike. D'accord, mon fils, dit Chris. Ne t'inquiète pas.
Je connais des gens qui peuvent aider, donc je vais leur en parler. Repose-toi et viens simplement chez nous. Nous en discuterons plus en détail quand tu arriveras, d'accord? D'accord. Papa, merci, dit Mike. Salue tout le monde et dis-leur que je les salue. Absolument, mon fils, dit Chris. Conduis prudemment et je te verrai dans un jour ou deux. Ils terminèrent leur conversation et Mike commença à faire ses bagages pour son voyage à Springfield. Après avoir tout préparé, il vérifia la voiture pour s'assurer qu'elle était prête à partir, ferma la maison et prit la route. Il était encore tôt, vers 10h30, et il ne voyait pas l'intérêt de rester une nuit de plus à cet endroit. Après avoir fait le plein de la voiture, il remplit un thermos de café, acheta un paquet de petits cigares aromatisés, une habitude que son père lui avait inculquée, et se dirigea vers l'ouest. Il conduisit sans s'arrêter, atteignant Saint-Louis en 12 heures, ne s'arrêtant que pour l'essence, la nourriture et les toilettes. Il lui restait encore environ 3 à 4 heures de route, mais il décida de passer la nuit dans un motel et de partir tôt pour être suffisamment frais à son arrivée. Il partit tôt le matin après un petit déjeuner rapide et arriva 4 heures plus tard aux portes de la maison de ses parents. À son arrivée, il vit sa mère et sa sœur l'attendre à la porte. À 52 ans, approchant de ses 53 ans, sa mère avait toujours l'air assez attirante dans son short et son t-shirt décontracté, mettant en valeur ses jambes de danseuse mince et bien entraînée. Elle avait toujours une silhouette superbe, même après avoir eu 3 enfants, et pouvait facilement passer pour quelqu'un de 10 ans plus jeune. Pas étonnant que papa ait toujours l'air heureux, pensa-t-il. Sa sœur beaucoup plus jeune, Marilyn, également en short décontracté et t-shirt, ressemblait à une version réduite de sa mère. Elles se précipitèrent toutes les deux pour le rencontrer lorsqu'il sortit de la voiture. Sa mère le serra dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Marilyn fit de même. « Tu fumais encore ces cigares, n'est-ce pas ?» demanda sa mère en souriant. « Tout comme ton père, je jure. Mais quand même, c'est génial de te voir. Dommage que Lynette n'ait pas pu venir avec toi. »« Moi aussi, maman, » dit-il. Brian sortit de la maison et serra la main de son frère aîné. Mike lui serra la main et l'étreignit fort. « Je vais chercher tes affaires, » dit Brian après s'être serré dans les bras. Mike lui tapota le dos. « Merci, frère, » dit-il. En entrant dans la maison, Mike reçut des étreintes de tout le monde, y compris de son père, de ses grands-parents, de tante Amy et de son mari. Après les salutations, tout le monde se rassembla dans le salon. « Comment vas-tu, fils ?» demanda Chris. « Ça aurait pu être mieux, papa, » dit-il. « Mais vous voir tous est une vraie bénédiction. Je veux que tu saches que nous te soutenons tous. Peu importe ta décision, d'accord, » dit Chris. Mike hocha la tête. « Laisse-moi te dire ce que j'ai découvert. Après notre conversation d'hier, j'ai contacté mon vieil ami, Ron Westman. Il est un as en recherche, a beaucoup travaillé avec le FFS, et il m'a dit ce matin qu'il est assez sûr que « Qu'est-ce qui se passe avec ta femme ?» Service de sécurité intérieure, demanda Mike. Jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Demanda le père de Chris. C'est l'organisation pour laquelle nous avons fait du nettoyage pendant l'administration Skaggs, tu te souviens? Dit-il en se tournant vers le père de Chloé. Oui, je me souviens. C'était tout ce bazar avec la première dame, dit-il. Fais-moi confiance, fils, tu ferais mieux de ne pas connaître les détails. Alors, Mike, es-tu prêt à entendre ce que Ron a à dire? Demanda Chris. Oui, papa, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe, dit Mike. Chris appela son ami, et bientôt le visage de Ron remplit l'immense téléviseur de 92 pouces sur le mur. Oh, te voilà. Tu dois être Mike Weber, le fils de Chris et Chloé, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Oui, monsieur, répondit Mike. Appelle-moi Ron. Je travaille pour gagner ma vie, dit-il, provoquant des rires. Eh bien, retrouver ta femme et le général Master a été plus facile que je ne le pensais. Autrefois, cela m'aurait pris une journée, voire 2, mais avec les nouvelles technologies et protocoles que nous avons maintenant, cela ne m'a pris que quelques minutes. Master? Demanda le père de Chris. David Master? Est-il général maintenant? Oui, c'est lui, dit Ron. Pourquoi le connaissez-vous? Je l'ai rencontré il y a quelque temps quand il était lieutenant-colonel, dit-il. Si c'est la même personne que j'ai rencontrée, il n'était pas non plus la personne la plus sympathique à l'époque,
ajouta-t-il en faisant référence au père de Chloé. Vous vous souvenez du bazar en Somalie? Le père de Chloé hocha la tête. Je pense toujours qu'il était derrière tout ça. Putain de politicien. Il jeta un regard à Marilyn et Chloé. Oh, désolé, les filles. Continuez, Ron, dit Mike. Eh bien, il s'avère que votre femme et le général sont sur un navire de croisière en direction de la Méditerranée. Ils ont réservé la croisière il y a environ 2 mois et sont partis de Miami environ 3 jours avant que vous ne receviez vos ordres en Afrique. Ils étaient assez faciles à trouver. Selon le manifeste du navire, ils se sont enregistrés en tant que général et Madame Dea. Master. Au fait, le général est marié, mais sa femme a été informée que son mari serait sur le terrain et hors de portée pendant au moins 1 mois. Grâce aux nouvelles règles de la TSA, j'ai même des photos de embarquants. Regardez, dit-il. L'écran se divisa en 2 fenêtres. D'un côté, il y avait le visage de Ron, de l'autre, il y avait une image du général Master et de Lynette. Mike était furieux. La main du général était sur la taille de Lynette et ils avaient l'air d'un couple heureux. Et ce n'est pas tout, dit Ron. J'ai vérifié cette croisière et c'est l'une de ces croisières spéciales qui font fureur de nos jours. C'est une croisière pour adultes, ce qui signifie d'abord qu'il n'y a pas d'enfants et deuxièmement qu'il n'y a pas de gêne sur le pont si vous comprenez ce que je veux dire. Désolé, Ron, dit Mike. Je ne suis pas intéressé par ces nouvelles activités de loisirs. Je suis une personne simple. Pouvez-vous expliquer un peu plus? Bien sûr, Mike, je comprends, dit Ron. Cela peut être un peu déroutant, donc je vais essayer d'être simple et clair. Ces croisières sont généralement destinées à une clientèle plus aisée, ceux qui ont beaucoup d'argent et mènent une vie plus colorée. Cette croisière en particulier comprend beaucoup, disons, de fêtes pour adultes, des zones de baignade nue et autres, bref, c'est pratiquement de la débauche flottante. Tout le monde dans la pièce retint son souffle. Même Chris et KH. Lo, qui ne sont pas étrangers à la nudité publique ou au sexe, furent surpris que la femme de Mike puisse s'engager dans quelque chose comme ça avec quelqu'un d'autre que son mari. Je vais vous envoyer une copie du programme d'activité de la croisière. Vous le trouverez intéressant. En tout cas, la compagnie hôte essaie de ne pas interférer avec les relations extrascolaires en exigeant des passagers des certificats de non-contagion signés et des décharges de responsabilité signées, mais comme vous pouvez l'imaginer, cela ne fonctionne pas toujours, dit Ron. Alors, y a-t-il des preuves que ma femme ait été intime avec le général? Demanda Mike. Ron hocha la tête. J'ai bien peur que oui, Mike, dit-il. Il m'a fallu un certain temps pour obtenir un accès légal au système du navire. J'aurais pu simplement les pirater, mais j'ai pensé que vous auriez besoin de quelque chose qui puisse être utilisé en justice. Heureusement, la phrase « dans l'intérêt de la sécurité nationale » aide à débloquer les portes et à accéder aux caméras sécurisées et aux enregistrements vidéo. J'ai pu accéder à leurs caméras à bord et à toutes leurs vidéos archivées. C'est quelque chose que le DHS et la société mère exigent dans de telles situations. Je ne montrerai rien d'explicite ici, mais je peux vous le transmettre sur votre adresse e-mail personnelle si vous le souhaitez, dit-il. Mike hocha la tête et envoya à Ron son adresse e-mail personnelle. Voici quelque chose qui pourrait vous intéresser, dit Ron. Une image de Lynette et David Holly est apparue à l'écran. Tous les deux étaient couverts, mais il était clair qu'ils étaient nus. Lynette tenait une tablette dans ses mains. Mike remarqua un horodatage dans le coin. « Tiens ça 1 minute, dit-il, sortant sa tablette. Il compara l'horodatage de la photo avec celui d'une brève correspondance qu'il avait eue avec Lynette lorsqu'il était en Afrique. Il correspondait. Pétasse, pensa-t-il. Elle était au lit avec Master, envoyant des messages à son mari. Il y a une vidéo attachée, dit Ron. Écoutons ce qu'ils disent. L'image passa en vidéo et tout le monde regarda Lynette qui tapait avec colère sur la tablette. Après quelques secondes, elle la jeta sur la table de nuit et leva son majeur en colère. Putain de petite chose, dit-elle. Qu'il aille se faire foutre, ainsi que sa famille. Qui est-il d'ailleurs pour me dire quoi faire? Je jure que je ne sais pas ce qui est pire, lui ou sa stupide sœur. David répondit en lui caressant les cheveux. Mike regarda Marilyn, qui semblait prête à exploser. Est-ce pour ça que tu as enlevé la batterie de ton téléphone après notre départ des Bahamas? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. Oui, j'en ai marre d'entendre sa sœur qui veut organiser quelque chose pour les anniversaires de Brian et de lui, dit-elle.
C'est bon, ma chérie, dit-il. Tu n'es pas obligée de les supporter si tu ne veux pas. Ton mari rentrera en Afrique dans 45 jours et je veillerai personnellement à ce qu'il ne revienne jamais. Lynette sourit. Je ne veux pas qu'il meure, David, dit-elle. J'ai encore des sentiments pour lui. Eh bien, si tu as des sentiments pour lui, pourquoi es-tu ici avec moi et pas avec lui? Pourquoi ne pas simplement divorcer et en finir? Demanda-t-il. Tu sais pourquoi, David? Il n'est pas méchant, il est vraiment gentil avec moi. C'est juste que tout ce que j'entends, c'est à quel point ses parents sont merveilleux et aimants et à quel point ses frères et sœurs sont intelligents. Il dit toujours à quel point il est fier de son frère, qui a obtenu son diplôme avec mention à West Point. Je ne peux pas vraiment rivaliser avec ça, dit-elle. En plus, sa famille est sacrément riche. Entre ses grands-parents et son père, qui est un auteur à succès, il aurait assez d'argent pour s'acheter une île s'il le voulait. Je serais folle de laisser passer ça. D'accord, comme tu veux, dit David. Mais s'il te pose des problèmes, fais-le-moi savoir et je veillerai à ce qu'il finisse dans un enfer dont il ne sortira jamais. Tu veux dire qu'il ne rentrera pas à la maison? Demanda Lynette. Il rentrera, mais c'est différent à Dover, dit David. Ne t'inquiète pas, les incidents de tyramie arrivent tout le temps. Tu pourras toucher son assurance en jouant le rôle d'une veuve éplorée. Tu peux gérer ça, n'est-ce pas? Sourit Lynette. Oui, je peux jouer avec les larmes pour les caméras, dit-elle. Maintenant viens ici et donne-moi de l'amour. David lui sourit. Ron, cette croisière doit coûter cher, dit Chris. Comment paie-t-il pour ça? Excellente question, Chris, dit Ron. Tu as raison, ces croisières sont extrêmement chères. Je n'ai pas encore tout à fait compris, mais j'ai déjà plusieurs robots qui travaillent sur cette tâche. Quand je saurai, tu sauras aussi. Ron se tourna vers Mike. Écoute, Mike, tout cela va être un grand choc pour toi, dit-il. Une fois que nous aurons rassemblé autant de détails que possible, toi et moi discuterons de la stratégie pour l'avenir. Je m'attends à ce que tu demandes le divorce. Absolument, a dit Mike. Ron a acquiescé. Je pense que c'est une sage décision. Cependant, affronter le général ne sera pas facile, a-t-il dit. Normalement, tu pourrais porter plainte en vertu du code de justice militaire et laisser la police militaire s'en charger. Le problème est que le général Master est très bien connecté. Je parle de connexion au niveau de la Maison Blanche. Si tu abordes mal la situation, tu pourrais y perdre physiquement, a hoché la tête Mike. Tu ne peux pas simplement fixer tes baïonnettes et attaquer. Je comprends, a-t-il dit. Le père de Chris a pris la parole. Regarde, Ron, nous avons encore des contacts dans la communauté du renseignement et au sein des services secrets, a-t-il dit. Si nous pouvons faire quelque chose pour aider, fais-le nous savoir. Il doit payer. Ron a acquiescé. Merci, peut-être que je vais accepter votre offre, a-t-il dit. Les gars, je ferais mieux de retourner au travail. Mike, je t'ai envoyé une tonne de documents à examiner et je te tiendrai informé au fur et à mesure. Merci, Ron, j'apprécie, a dit Mike. Tout le monde s'est joint à Ron pour mettre fin à l'appel. Après que Ron a raccroché, tous sont restés là, choqués par ce qu'ils venaient d'apprendre. Marilyn a été la première à parler. Je suis désolé, Mike, a-t-elle dit, les larmes coulant sur ses joues. Pourquoi? A-t-il demandé. Tu n'as rien fait. Je l'ai appelé en espérant que nous pourrions planifier quelque chose pour ton anniversaire et celui de Brian. Je l'ai toujours aimée comme une sœur et je pensais qu'elle serait heureuse de faire quelque chose avec nous, a-t-elle dit. Je me demandais toujours pourquoi elle refusait. Maintenant je sais pourquoi. Je la déteste. Mike a serré sa sœur dans ses bras. C'est bon, ma sœur, a-t-il dit. Ce n'est pas de ta faute. Compris. Elle a hoché la tête. Compris. Mike, a-t-elle dit. Son père s'est approché de Mike et a posé sa main sur son épaule. Mike, écoute, mon fils, a-t-il dit. Je sais que ça va être dur pour toi. Sache juste que toute ta famille est derrière toi. Ils ont osé toucher l'un d'entre nous, alors ils ont touché chacun d'entre nous. Je sais quel genre de soldat tu es et je suis foutrement fier de toi. Mais ce type, Ron, tu as raison. Tu ne peux pas y aller comme un fou. Tu dois les surpasser. Nous ferons de notre mieux. Mais si tu as besoin de parler, viens et nous prendrons quelques bières devant le match. Compris. Mike a hoché la tête et sourit. Compris. Papa, a-t-il dit. Merci.
Et, papa, et moi alors? A dit Brian, en souriant. Je ne dirai pas non à ta bière maison non plus. Le vieil homme a souri. Eh bien, pourquoi pas? A-t-il dit en riant. Tu es diplômé avec mention de West Point. Je pense que tu mérites quelques bières. Il a fait un geste de la main alors qu'il s'éloignait avec la mère de Chris. Les parents de Chloé ont également réconforté Mike avant son départ. Bientôt, il ne restait plus que Chris, Chloé, Amy et les 3 enfants. Ils sont restés là, choqués, jusqu'à ce que la tablette de Mike vibre, indiquant des messages entrants. Il a vérifié et a vu 3 emails assez volumineux de Ron. Un message contenait des documents, tandis que les 2 autres contenaient des vidéos. Il a ouvert les documents et a commencé à lire, ses yeux s'élargissant en parcourant le calendrier des événements du navire. Il s'est tourné vers ses parents. « Papa, maman, est-ce qu'on peut parler ?» demanda-t-il. Brian réalisa ce qui allait suivre et se tourna vers Marilyn. « Eh, si, dit-il. Je te mets au défi pour une partie de volley dans la piscine. » Elle le regarda et sourit. « Tu vas perdre, monsieur West Point. »« Je ne suis plus petite maintenant, » dit-elle en montant les escaliers pour se changer. Brian la suivit, voyant le regard reconnaissant de son frère. « Bien sûr, Mike, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Chloé après le départ des 2 autres. Mike lui tendit la tablette pour qu'elle regarde l'emploi du temps. « Regarde ça, » dit-il. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Chris regarda la tablette avec Chloé et Amy les rejoignit. Leurs visages rougirent et leurs yeux s'élargirent. « Oh mon Dieu, » dit Amy. « On était sauvages quand on était jeunes, mais là ça dépasse les limites. » Chloé hocha la tête. « Je suis d'accord, » dit-elle. L'emploi du temps comprenait toutes sortes de divertissements imaginables et inimaginables. Mike éteignit la tablette, irrité. « J'en ai assez, » dit-il. Chris sortit une carte de son portefeuille et la tendit à son fils. « Voici le numéro du meilleur avocat de l'État, » dit-il. « Elle déteste les tricheurs et je suis sûr qu'elle saura gérer ton cas parfaitement. » Mike prit la carte et remercia son père. « Écoute, pourquoi ne pas te mettre à l'aise et me rejoindre dans le jardin pour une pause clope et un verre de vin? On pourra regarder ta sœur battre Brian dans la piscine. » Mike sourit. « Bien sûr, papa, » dit-il. « Ça a l'air génial. » Il partit ranger ses affaires à l'étage. Il appela son avocat et prit rendez-vous pour le lendemain. Après avoir tout rangé, il redescendit et rejoignit son père sur la véranda, appréciant un cigare tout en regardant Marilyn et Brian jouer au ballon dans la piscine. « Ta sœur est devenue vraiment douée avec le temps, » dit Chris. « Elle nous a fait transpirer, ta mère et moi, quelquefois. » Mike rit alors que Marilyn envoyait le ballon par-dessus le filet, le faisant tomber juste hors de portée de Brian. Elle se mit à sauter, éclaboussant de l'eau. « Ma partie » cria-t-elle. « J'ai gagné. » Brian lui renvoya des éclaboussures et ils se mirent à rire et à se poursuivre autour de la piscine comme lorsqu'il était enfant. Mike sourit, appréciant la scène devant lui. Pendant un moment, il oublia ses problèmes avec Lynette. Après le dîner et une courte célébration de l'anniversaire des enfants, Brian était dans sa chambre, en train de se changer et regardant par la fenêtre donnant sur le jardin. Il vit Mike s'enfoncer dans les bois avec un clipboard et quelque chose d'autre, un pistolet de calibre 45 attaché à sa ceinture. C'était le même vieux M1911 que son grand-père lui avait donné quand il avait obtenu son diplôme de l'Institut militaire de Virginie. Brian ne voulait pas s'impliquer, mais la présence du pistolet le dérangeait. Il avait une assez bonne idée où son frère se rendait, alors il descendit et s'enfonça dans la forêt. Il resta assez loin pour que son frère ne le remarque pas et se fraya silencieusement un chemin à travers la forêt. Bien sûr, il vit Mike assis sur un gros rocher qui faisait partie de la forteresse qu'il et son frère avaient construite enfant. C'était dans un coin tranquille de la forêt et c'était devenu leur endroit préféré pour discuter à l'abri des oreilles indiscrètes. Alors qu'il observait, il vit son frère regarder la tablette, apparemment l'une des vidéos que Ron avait envoyées. Puis, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé voir. Son frère aîné, l'homme le plus fort qu'il connaissait, pleurait. Il sanglotait incontrôlablement, la tête entre les mains, le corps tremblant. Après quelques minutes, Mike cessa de pleurer et sortit lentement le pistolet de son étui. Brian commença à s'inquiéter en voyant son frère insérer le chargeur et actionner la culasse, laissant le clic se faire entendre.
Il savait qu'il y avait désormais une balle dans la chambre. Brian savait qu'il devait agir, et maintenant. Il sortit de derrière l'arbre où il se cachait et s'approcha de son frère. « Ce n'est pas ainsi qu'il faut manipuler cette arme, capitaine, dit-il d'une voix forte, ce qui fit relever la tête à Mike, surpris. Il tendit la main, s'approchant de Mike. « Passe-moi ça avant que tu te fasses mal, dit-il. Mike regarda le pistolet avant de le remettre à son frère. Brian prit l'arme, retira le chargeur et vida la chambre, laissant la culasse verrouillée. Il regarda dans la chambre comme on lui avait appris, pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre avant de le poser. Il se redressa et regarda son frère aîné. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Brian ?» demanda Mike. « N'étais-je pas assez bien pour elle? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça, à nous faire ça ?» Brian secoua la tête. « Tu vas bien, Mike ?» dit Brian. « Bon sang, tu es la personne la plus forte et la meilleure que j'ai jamais connue. Et pour Lynette, qui sait pourquoi elle agit ainsi ?» Il regarda la tablette et remarqua qu'il y avait une vidéo dessus. « Est-ce de la part de Ron ?» demanda-t-il. Mike hocha la tête. Brian prit la tablette et regarda la vidéo. Il l'éteignit et posa la tablette, secouant la tête. « Laisse tomber, Mike, débarrasse-toi-en, dit Brian. Elle ne te mérite pas. Et ce général peut aller au diable. Elle n'en vaut pas la peine, ajouta-t-il en montrant le pistolet. Mike regarda son frère. Au fond de lui, il savait que le jeune homme avait raison. « Quand es-tu devenu si sage ?» demanda-t-il, ce qui fit sourire Brian. « Eh bien, tu sais, 4 ans à West Point laissent des traces. Je pourrais te sortir tous les clichés habituels, mais je sais que tu les as déjà entendus. Enfin, tu les as probablement déjà dit à tes soldats. N'est-ce pas ?» demanda-t-il. Mike secoua la tête. « Ouais, aucune femme ne vaut ça. Tu mérites mieux. Reste concentré. Bla bla bla. Tout va bien jusqu'à ce que ça t'arrive, dit-il. Il regarda autour des arbres familiers qui les entouraient. Tu te souviens de toutes ces fois où on venait ici pour traquer les méchants quand on était gamin? Tu étais toujours là pour moi à l'époque. Et encore aujourd'hui, je suppose. C'est pas ça, les frères, demanda Brian. Tu sais, Marilyn prévoit déjà de te caser avec l'une de ses jeunes professeurs célibataires. Mike rit. Elle ressemble beaucoup à maman, n'est-ce pas? Demanda-t-il. Oui, c'est vrai. Dis, que dirais-tu qu'on se tire d'ici demain et qu'on aille en ville voir ce qu'on trouve? Peut-être qu'on pourra boire quelques bières, demanda Brian. Es-tu assez vieux pour boire maintenant? Demanda Mike en riant. Tu essaies l'humour, hein? Demanda Brian en réponse. Eh bien, quand tu deviendras capitaine, tu pourras aussi, dit Mike. Pourquoi pas? Si Lynette peut s'amuser, alors nous le pouvons aussi. C'est ça l'esprit, dit Brian. Allez, rentrons à la maison. Il se fait tard. Promets que tu ne diras rien à ce sujet, demanda Mike. À propos de quoi? Demanda Brian. Mike sourit et serra son frère dans ses bras. J'ai compris, dit Mike en tendant la main pour le pistolet. Brian lui donna l'arme mais garda le chargeur. Je vais le garder si ça ne te dérange pas, dit-il. Mike hocha la tête, remettant son pistolet dans son étui. Chloé et Amy levèrent les yeux en voyant les deux frères entrer par la porte de derrière. « Vous voilà, » dit Chloé. « Où étiez-vous » On commençait à s'inquiéter. « Juste en train de renforcer l'unité masculine, » dit Brian. « Oui, certainement, » dit Chloé en haussant les sourcils. Elle vit le pistolet à la ceinture de Mike. « Avez-vous trouvé des méchants à chasser dans les bois ?»« Eh bien, on ne sait jamais ce qui pourrait rôder là-bas, » dit Brian. Mike sourit en remettant le pistolet dans l'armoire à armes de son père. Brian posa le chargeur à côté de lui et ferma l'armoire à clé. « C'est ça, » dit Chloé. « Pourquoi ne pas nous rejoindre pour une partie rapide de Monopoly ?» demanda-t-elle. « Est-ce qu'une partie rapide de Monopoly existe vraiment ?» demanda Mike. Marilyn lui tapa sur la main en sortant le plateau de jeu et en disposant les pièces et l'argent fictif. « Pourquoi pas ?» dit Brian. Marilyn me doit bien une revanche pour ce match de volley, après tout. « Attention, garçon, dit-elle. Je suis banquière, tu sais. Que Dieu nous vienne en aide, dit Brian en souriant. Ils jouèrent au Monopoly jusqu'à tard dans la nuit puis allèrent se coucher. Le lendemain, Mike alla voir un avocat et entama la procédure de divorce avec sa femme.
L'avocate, Sally Chesterfield, était une vraie requin et faillit exploser en entendant l'histoire de Mike et en regardant certaines vidéos qu'il lui montra. Le divorce serait aussi simple que possible. Il ne possédait pas de biens et vivait sur la base, donc il n'y avait pas de prêt hypothécaire ni de maison à partager. Il n'avait pas d'enfants, donc pas de pension alimentaire à prévoir. Lynette gagnait plus que Mike, donc aucune pension alimentaire n'était attendue non plus. Ils gardaient chacun ce qu'ils avaient apporté dans le mariage, partageaient leur compte en banque en deux et conservaient leur pension. Mike insista pour demander le divorce pour cause d'infidélité et décida de ne pas poursuivre le général pour aliénation d'affection car ces accusations fonctionnaient rarement, expliqua l'avocate. Ils décidèrent de signifier à Lynette une assignation dès son retour du bateau de croisière à Miami. « Ça devrait être assez facile, dit Sally. Voyons ce que votre femme fera après avoir reçu l'assignation. Que comptez-vous faire avec le général? Eh bien, il y a quelques violations du code de justice militaire, mais nous envisageons de prendre d'autres mesures. Nous n'avons pas encore décidé de la marche à suivre, car nous recueillons encore des informations, dit Mike. Sally hocha la tête. Bonne idée, dit-elle. Vous ne prévoyez pas de faire quelque chose de stupide pour vous venger, n'est-ce pas? Parce que si vous le faites, cela nuira vraiment à votre dossier. Mike secoua la tête. Non, je n'ai pas l'intention de le faire. Je veux juste que ce traître sorte de ma vie, dit-il. D'accord, dit-elle. Et la compagnie de croisière? Veux-tu prendre des mesures contre eux? Demanda-t-elle. Je ne sais pas, répondit Mike. Tu es avocat. Fais ce que tu estimes être le mieux, ajouta-t-elle en acquiesçant. Eh bien, ils ont facilité les escapades de votre femme sans les vérifier correctement avec la demande de mariage général. Nous pouvons intenter un procès. Ils régleront probablement à l'amiable, mais cela pourrait vous rapporter 1 million ou 2, dit-elle. Je te laisse décider, dit-il. D'accord, répondit-elle. Je vais tout préparer et organiser pour signifier la convocation lorsque le navire reviendra au port. Si tu as des questions pour moi ou des informations supplémentaires au-delà de ce que nous savons déjà, appelle-moi, d'accord? Ça me va, dit Mike. Merci pour ton aide, dit-elle. Avec plaisir, répondit-elle. Et dis à ton père que j'attends avec impatience son prochain livre. Lorsqu'il rentra chez lui, il reçut un message texte. Ron voulait discuter de la situation avec lui et ses parents dès que possible. Comme ils étaient déjà chez eux, ayant pris du temps pour passer du temps en famille, Chris appela et fit apparaître Ron sur le grand écran du salon. « Bon après-midi, Ron, dit Chris. Qu'as-tu pour nous? Bon après-midi à tous, dit Ron. J'ai des informations supplémentaires que je pense que vous trouverez intéressantes. J'ai déjà envoyé à Mike les dernières images du navire, mais il semble que nous ayons découvert quelque chose de plus. Comme vous le savez, j'ai déployé des robots pour retracer le financement de tout cela. Vous connaissez l'expression « suivez l'argent », n'est-ce pas? Eh bien, il semble qu'au moins une partie de cela a été financée par des fonds gouvernementaux, et il semble que le général et Lynette aient détourné ces fonds. Il semble également que certaines sommes proviennent de sources étrangères. Je vous enverrai les documents confirmant cela, mais j'ai également fait des premières démarches auprès de la police militaire. Il y a une autre chose. J'ai lancé un autre groupe de robots pour reconnaître les visages des passagers dans la vidéo. Il s'avère qu'au moins 2 des passagers sont des agents du groupe. Vous combattez en Afrique, Mike, dit-il. Quoi? Demanda Mike. Sont-ils liés au général Master? Demanda Ron en acquiesçant. J'ai identifié au moins 2 vidéos de Master rencontrant les 10 passagers. Les rencontres sont très courtes, et ils ne passent pas beaucoup de temps ensemble, mais j'en ai trouvé une où ils semblent s'échanger quelque chose. De l'argent, peut-être, ou de l'argent illicite. Des substances. Peut-être les deux. Je ne suis pas encore sûr, mais j'ai lancé un logiciel pour améliorer ces clips, dit-il. Donc tout cela est une ruse élaborée pour que Master puisse contacter des agents étrangers, demanda Chris. Peut-être, dit Ron. Je pourrais en dire plus une fois la vidéo traitée. Mais dans quel but? Demanda Mike. Master travaille pour des terroristes? Demanda Chris. Je ne sais pas encore, répondit Ron. Mais cela ne semble certainement pas bon. Je ne veux pas aller au service de renseignement tant que je n'aurai pas quelque chose de plus concret. Est-il possible que Master travaille sous couverture? Demanda Chris. Ron secoua la tête.
J'en doute, dit-il. Le gouvernement n'utiliserait pas un brigadier général bien connu et une assistante administrative non formée pour quelque chose comme ça. La CIA et d'autres agences disposent de ressources beaucoup mieux adaptées à ce type d'opération. Comme je l'ai dit, il s'agit simplement de spéculation pour le moment, mais cela semble très suspect. Lynette est-elle impliquée là-dedans ? Demanda Mike. Ron haussa les épaules. C'est possible, mais je soupçonne qu'elle ne soit qu'une couverture et que Master l'utilise. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de romance entre eux, évidemment il y en a, mais cela pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg, dit-il. Que suggères-tu que nous fassions ? Demanda Mike. Continuez à faire ce que vous faites, dit-il. Je vois que vous avez demandé le divorce. C'est bien. Ne vous approchez pas du général. J'ai veillé à ce qu'une vidéo de son activité avec Lynette soit envoyée à la femme du général, et elle est très mécontente. Elle demande également le divorce, donc peut-être seront-ils tous les deux servis à leur retour. Je vous conseillerais de rentrer chez vous un peu plus tôt pour vous préparer à la rencontrer à son retour. Mike hocha la tête. Compris, dit-il. Quand le navire revient-il ? Selon le calendrier que j'ai, le 15 juin, dit-il. Mike décida qu'il pourrait rester à la maison pendant quelques jours pour célébrer avec sa famille, puis reprendre la route. Cela lui donnerait suffisamment de temps pour mettre de l'ordre dans ses affaires avant le retour de Lynette. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai pour le moment, dit Ron. Si j'apprends quelque chose d'autre, je vous le ferai savoir. Merci Ron, nous apprécions tous, dit Chris avant de raccrocher. Chris se tourna vers son fils. Alors, quels sont tes projets ? Je vais rester quelques jours de plus puis rentrer chez moi, dit Mike. Je dois apporter des modifications à mon dossier personnel pour que Lynette ne bénéficie pas en cas de mon décès et m'occuper de mes affaires personnelles. Après avoir confronté Lynette, je me rendrai à Fort Benning. Mike profita au maximum des 2 jours suivants avec sa famille. Il passa la soirée avec son frère dans un club local, buvant et dansant avec plusieurs femmes, et traita sa sœur avec un dîner et un film. Il passa la plupart de son temps avec ses parents et sa tante Amy et but la bière maison offerte par son grand-père. La visite s'est terminée par de nombreuses larmes, des étreintes, des baisers et des promesses de tenir tout le monde informé des derniers développements. Mike participa à une dernière réunion avec Ron, qui confirma que le général était secrètement en contact avec des agents des terroristes avec lesquels il avait combattu en Afrique. Ron lui a informé que tous les documents collectés avaient été remis aux autorités compétentes ainsi qu'à certains membres influents de l'administration actuelle. Cela pourrait prendre du temps, mais le général Master sera traité, Mike, dit-il. Prévenez-moi quand vous serez de retour à la base et je m'arrangerai pour que vous puissiez voir 2 amants être servis si vous le souhaitez. Merci, Ron. Je vais accepter votre offre, répondit Mike. Après 2 jours sur la route, Mike se retrouva dans sa résidence gouvernementale à Officer City et commença à se séparer de Lynette. Ron continuait à envoyer des vidéos. Il se rendit au bureau administratif de son bataillon et modifia le bénéficiaire de son assurance décès, retirant Lynette et précisant que, après avoir couvert toutes les dépenses, le reste devrait aller à un fonds de collège pour le Maryland. Ensuite, il commença à faire ses bagages personnels à expédier à Springfield, où ses parents les entreposeraient jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Il décida de laisser les appareils électroniques pour le moment. Le jour arriva où le navire de Lynette revint au port. Ron le contacta et lui donna une adresse web où il pouvait regarder sa femme, et le général reçut les actes de divorce. Il se connecta et vit les passagers débarquer du grand navire. Il remarqua Lynette descendant lentement la rampe avec l'aide de David, car elle avait visiblement des difficultés à marcher. Lorsqu'ils atteignirent le quai, 2 hommes en costume s'approchèrent d'eux. L'un d'eux demanda à sa femme de confirmer qu'elle était Lynette Weber. Après sa réponse affirmative, il lui remit une enveloppe Kraft et lui dit simplement « Vous êtes convoqué par ces documents ». Un autre homme, habillé de la même manière, s'approcha de David et répéta la procédure. Après avoir confirmé qu'il était David Master, on lui remit également une enveloppe. Ils regardèrent à l'intérieur et réalisèrent qu'ils avaient reçu des actes de divorce les accusant d'adultère. Les enveloppes contenaient également un petit ensemble de photographies présentées comme preuve contre eux. Lynette hurla en parcourant les papiers et s'effondra au sol. D'autres passagers, en passant, les regardèrent mais n'offrirent pas d'aide. David hurla, jura et fit des menaces. « Je vais tuer ce verre,
Ton mari, cria-t-il. Il est mort. Tu entends? Mort. Après s'être repris, il aida Lynette à se relever et ils partirent. Dès qu'ils furent hors de vue, Ron appela Mike. « As-tu vu ça ?» demanda-t-il. « Oui, je l'ai vu, » répondit Mike. « Je l'ai filmé, surtout quand Master a menacé de te tuer, » dit Ron. « Je vais inclure cela dans mon rapport au CID. »« Super, merci, » répondit Mike. Ils sont arrivés en avion charter privé, donc ils reviendront probablement de la même manière, ajouta Ron. « Je m'attends à ce qu'ils soient dans ta région dans environ 2h30, à quelques minutes près. »« Merci, » dit Mike. « Ce temps me suffit. » Après la fin de l'appel, Mike s'assura que son arme était chargée et la plaça dans un étui à sa ceinture, puis fit ses bagages pour le voyage à Fort Benning. Ensuite, il entreprit de détruire toute trace de son mariage avec Lynette, découpant le grand portrait de mariage sur le mur et brisant les verres assortis qu'ils avaient reçus pour leur mariage. Il sortit sa robe de mariée du placard ainsi que son album de photos de mariage. Il alluma la cheminée, se moquant que la pièce soit plus chaude que d'habitude à cette période de l'année. Regardant sa montre, il s'attendait à son arrivée d'un moment à l'autre. En effet, elle entra alors qu'il jetait sa robe, son voile et son album de mariage dans le feu. Il la regarda avec haine dans les yeux. « Tu es enfin rentré à la maison ?» grogna-t-il. Elle semblait avoir perdu au moins 15 livres. Son visage était creusé, ses yeux étaient rouges, son visage était tacheté. « Mon Dieu, tu as l'air terrible. » Elle hurla en voyant sa robe brûlée. Elle vit un portrait découpé sur le mur et des verres brisés, tout ce qui restait de son précieux ensemble. « Que fais-tu » pleura-t-elle. « Je me débarrasse de tout ce qui prouve que nous avons été mariés un jour. »« Tu trompes, salope sans valeur, » dit-il. Elle se recula de lui. Il ne lui avait jamais parlé ainsi. « Pourquoi portes-tu le pistolet de ton grand-père » demanda-t-elle. « Au cas où ton amant essaierait de me tuer. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Que je sois morte et partie pour que tu puisses toucher mon assurance ? Va au diable. J'ai tout changé pour que tu n'aies rien. Pas un centime, dit-il. Pourquoi me parles-tu ainsi ? Pleura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Parce que je te déteste maintenant, voilà pourquoi, hurla-t-il. Je t'ai aimé, idolâtré, vénéré, et pourquoi ? Pourquoi ? Pour que tu sois avec un général et que tu partes en maudite croisière avec lui. Est-ce ainsi que tu veux être rappelé ? Notre mariage en valait-il la peine pour toi ? Mike, s'il te plaît, ne me parle pas ainsi. Sanglota-t-elle. Il la regarda. Tu ferais mieux de te préparer, dit-il. Je pars pour Fort Benning dès que nous aurons fini ici et j'espère ne plus jamais te revoir. Rien que de penser à toi me rend malade. Il s'arrêta et prit une inspiration avant de continuer. Pourquoi pleures-tu ? demanda-t-il. Tu savais ce que tu faisais en embarquant sur ce navire. Tu savais quand tu m'as insulté. S'il te plaît, Mike, dit-elle. Ne pouvons-nous pas juste oublier tout ça ? Es-tu fou ? demanda-t-il, élevant la voix. Il pointa du doigt les lettres posées sur la table. Regarde. Chaque lettre que je t'ai envoyée d'Afrique, tu ne les as même pas lues. Je peux compter sur une main les lettres et les emails que j'ai reçus de toi. Chaque fois que je me retourne, tu es parti. Et puis tu m'as menti et je t'ai trouvé en croisière maudite. Pourquoi ? Dis-moi juste une chose. Pourquoi ? Honnêtement, Mike ? demanda-t-elle. L'honnêteté de ta part serait un changement bienvenu, dit-il. Honnêtement, je ne sais pas. Tu étais toujours absent et David était proche. Il montrait de l'attention et de l'affection. Tout a juste commencé à tourbillonner, dit-elle. Et qui crois-tu qui m'a envoyé, moi et mes hommes, dans tous ces endroits, hein ? demanda-t-il. Tu savais que je servirais quand tu m'as épousé. Bon sang. Tu travailles avec lui au Pentagone. À quoi pensais-tu ? Que j'ai délibérément forcé nos ennemis à nous déclarer la guerre pour partir pendant des mois ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Parfois, je ne sais même pas, Mike. Je suis vraiment désolé. Vraiment, dit-elle. Oui, tu es vraiment pathétique, dit-il. Depuis combien de temps tout cela dure-t-il ? demanda-t-il. Je ne sais pas exactement. Peut-être 7 ou 8 mois, répondit-elle. Mike hocha la tête. Cela correspondait à ses observations. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de cela ? demanda-t-elle. Ma famille. Ta famille est maintenant au courant aussi.
Je n'allais pas te laisser me mettre tout sur le dos, alors je leur ai tout dit. Tes amis et quelques autres, dit-il. Mon Dieu, tu as dit à ma famille? Demanda-t-elle. Il hocha la tête. Oui, je te l'ai dit. Envoie-leur quelques photos comme preuve, dit-il. Elle se remit à pleurer. Tu as envoyé les photos? Demanda-t-elle. Je ne m'en remettrai jamais. Tu n'étais pas censé le savoir. Personne ne devait le savoir. As-tu parlé à la femme de David? Non, je ne l'ai pas contactée. Quelqu'un d'autre l'a fait, dit-il. Signe les documents et renvoie-les. Il n'y a pas de pension alimentaire. Tu gardes le tien et je garde le mien. On divise le compte en banque en deux et chacun garde ses économies de retraite. Puisque nous sommes toujours légalement mariés, tu peux rester ici jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Ensuite, tu devras enlever tous tes biens. Je ne veux rien laisser ici. Pour l'instant, tu travailles, donc je pense que tu peux gérer. À moins bien sûr qu'il décide d'enquêter sur ta petite aventure avec Master. Il retira son alliance et la lui lança. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Je n'en ai plus besoin. Tu peux la garder. La vendre, la manger, je m'en fiche, dit-il. Tu veux mes bagues? Demanda-t-elle. Il secoua la tête. Non, elles ne me rappelleront que toi, dit-il. Garde-les, jette-les, peu importe. Je m'en fiche. Je veux juste que tu sortes de ma vie. Pourrons-nous un jour être amis? Demanda-t-elle. Il secoua de nouveau la tête. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas pour l'instant, Lynette, dit-il. Je t'ai aimé de tout mon cœur et tu l'as déchiré. Tu aurais pu me tuer. Les amis ne font pas ça l'un à l'autre. Peux-tu au moins me pardonner? Demanda-t-elle. Encore une fois, je ne sais pas, dit-il. Peut-être un jour. C'est trop douloureux même d'y penser pour l'instant. Désolé, Mike, dit-elle. Oui, tu l'as déjà dit, répondit-il. Écoute, je ferais mieux de partir. Signe les papiers et renvoie-les. Dis à ton amant que s'il essaie de me toucher, moi ou ma famille, ce sera sa dernière erreur. Ne m'appelle pas, n'écris pas. Je ne veux plus avoir de tes nouvelles. Il se leva et se dirigea vers la porte, puis se retourna vers elle. Enfin, Marilyn, tu sais, ma sotte sœur, comme tu l'appelais, t'aimait et te considérait comme la grande sœur qu'elle n'a jamais eue. Elle t'a laissé un message, dit-il. Lequel? Demanda Lynette, brûle en enfer, dit-il. Au revoir, Lynette, dit-il en refermant la porte, la laissant pleurer par terre. Il monta dans la voiture et partit. Il s'arrêta dans un motel cette nuit-là et appela ses parents et Ron, qui le mirent au courant de la situation. Comment vont les choses avec ta femme? Demanda Ron. Comme prévu, répondit Mike. Elle n'a pas l'air bien. Désolé d'apprendre ça, dit Ron. Je suis en train de finaliser cela, mais mon contact à la CIA m'a dit que l'homme que Master a rencontré sur le bateau est un opérateur terroriste connu avec des liens douteux au Moyen-Orient. Une très mauvaise personne, et il semblerait que leur voyage ait été financé avec des fonds publics mélangés à de l'argent blanchi en provenance d'Afrique. Donc le général Master a travaillé avec des terroristes, demanda Mike. Je ne peux pas en parler sur une ligne non sécurisée, mais disons simplement que leur petit voyage a attiré l'attention de beaucoup de personnes très importantes, dit Ron. J'ai compris, dit Mike. Voyons comment les choses évoluent. Merci pour toute ton aide, Ron. J'apprécie vraiment. Puis-je faire quelque chose pour toi? Je te dois beaucoup. Non, rentre juste chez toi sain et sauf, d'accord, dit Ron. J'essaierai, dit Mike, en mettant fin à l'appel. Le lendemain, il continua jusqu'à Fort Benning, arrivant tard dans la soirée. Il s'installa au quartier des officiers célibataires et se prépara pour la nuit. Le jour suivant, il retrouva le groupe d'avant-garde et rencontra le premier sergent Roberts, arrivé la veille. Ils passèrent plusieurs jours à s'assurer que tout était prêt pour l'arrivée de la compagnie, et Mike examina les dossiers du personnel des remplaçants. Apparemment, il s'agissait de bons soldats qui s'intégreraient bien dans l'équipe des anciens. La compagnie arriva à l'heure, terminant sa permission de 30 jours. Mike et le premier sergent passèrent plusieurs jours à effectuer des sauts d'entraînement et des manœuvres. Mike rencontra les recrues pour des entretiens individuels et fut ravi de constater que son évaluation initiale était correcte. Le jour du vol pour l'Afrique, le général Master s'approcha de Mike en se faisant passer pour John Wayne, avec un sourire condescendant.
J'espère que tu as passé de bonnes vacances, David, dit-il. Mike ne répondit pas. As-tu récemment parlé à ta femme? Mike le regarda avec haine dans les yeux. Master s'en aperçut et se tourna vers lui. D'accord, Weber, dit-il. Pourquoi ne retirons-nous pas nos titres et réglons cela comme des hommes, suggéra-t-il. Non, répondit Mike. Ne joue pas à ces jeux avec moi. Cette étoile est la seule chose qui te garde en vie en ce moment. David fut choqué lorsque Mike continua. Clarifions un point. Généralement, ces gens obéissent à mes ordres. Tu n'es qu'un observateur ici, alors n'oublie pas cela. Tu n'es pas un tacticien. Tu es juste un politicien en uniforme. Tu le sais, je le sais, et plus important encore, les soldats le savent aussi. Dès que nous monterons dans l'avion, tu feras partie de mon équipe. Tu obéiras exactement à mes ordres et feras ta part, tout comme les autres. Si tu désobéis, interfères ou me manques de respect devant mes hommes de quelque manière que ce soit, ou si tu mentionnes ta sale affaire avec ma future ex-femme, je te jure devant Dieu que je te tuerai personnellement sur place. Tu m'as compris? Demanda-t-il à David, dont les yeux étaient écarquillés de peur à ce stade. J'ai demandé, tu m'as compris, soldat? Cria-t-il. David hocha la tête, vraiment effrayé par le grand homme devant lui. Oui, répondit-il enfin. Oui, quoi? Demanda Mike. Oui, monsieur, répondit David, réalisant qu'il avait été battu par un homme plus digne. Mike hocha la tête. Une dernière chose, dit-il. Parce que c'est mon équipe, je suis toujours le premier sur le terrain et le dernier à le quitter. Cela ne fait pas exception. Ce n'est pas le foutu Pentagone, donc le protocole peut bien aller au diable. Tu montes dans l'avion après moi et tu t'assieds avec moi et mes hommes. D'accord, dit David. Juste une question, ajouta-t-il. Laquelle? Demanda Mike. Honnêtement, as-tu été en contact avec ma femme à propos de la croisière? Demanda David doucement. Mike secoua la tête. Honnêtement, général, non, je ne t'ai pas contacté. Je n'ai même pas essayé de contacter ta femme. Tu peux vérifier les métadonnées toi-même si tu veux une preuve, dit Mike. J'ai entendu de Lynette que tu as une vidéo de la croisière, dit David. Oui, c'est vrai, répondit Mike. Est-il possible d'en obtenir une copie? Demanda David. Toutes les vidéos ont été remises aux autorités compétentes, a déclaré Mike. Votre femme a également des copies, donc peut-être que votre avocat devrait contacter son avocat. Bien compris, a dit David. Merci pour votre franchise. De rien, général, a répondu Mike. Le premier sergent Roberts s'approcha d'eux et salua. David, en tant qu'officier supérieur, rendit l'honneur. Soldat à bord de l'avion, monsieur, dit-il. Mike acquiesça. Merci, premier sergent, dit-il. Rejoignons-les. 3 hommes se dirigèrent vers l'avion avec leur équipement sur le dos. Le premier sergent Roberts entra le premier dans l'appareil, suivi de David. Mike regarda autour de lui pour s'assurer que tout était en ordre et monta à bord, prenant place avec David et le premier sergent. Quelques heures plus tard, l'avion atterrit sur une piste poussiéreuse près d'un campement temporaire. Alors que les soldats débarquaient, Mike remarqua des tirs de mortier au loin et entendit les bruits familiers des tirs de fusil. Le colonel s'approcha de Mike et lui montra la carte. « Nous avons été sous le feu toute la journée, capitaine, dit-il. Nos patrouilles signalent qu'un grand convoi se déplace depuis le nord. Je sais que vous venez d'arriver, mais j'ai besoin que vos hommes l'interceptent et nous gagnent du temps. Le régiment se déplace depuis l'est, mais il ne sera pas là de sitôt. J'ai ordonné aux ingénieurs de placer votre équipement ici, près de la piste, et vous pourrez revenir le chercher après avoir traité le convoi. Pouvez-vous gérer cela? Mike acquiesça. Oui, mon colonel, dit-il. Il fit signe au premier sergent et à ses chefs de section. David commença à discuter de la situation avec le colonel et s'apprêtait à partir lorsque Mike l'appela. Général, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour mieux évaluer la situation, dit-il. Le colonel remarqua la réaction sur le visage de David. De toute évidence, il ne voulait pas s'approcher du véritable combat et le colonel pouvait voir la peur sur son visage. David hésita quelques secondes avant que le colonel ne parle. Le capitaine Weber a raison, général, dit-il, et il aura besoin de toute l'aide possible. David hocha la tête, réalisant qu'il ne pourrait pas esquiver cette situation comme il l'avait fait auparavant.
Il retourna vers Mike et les autres réunis autour de lui. Mike le regarda d'un regard qui aurait pu faire fondre du plomb. Après avoir consulté les autres officiers, Mike fit signe à la compagnie de se former. Il regarda David. « Prêt pour une promenade au parc ?» demanda-t-il. Le visage de David était blanc de peur, mais il hocha la tête. « D'accord, » dit Mike. Se plaçant à l'avant de la formation lâche avec David, le premier sergent et l'opérateur radio, il regarda en arrière ses hommes. Il savait ce qui les attendait et ils étaient prêts. Il sourit fièrement. « Suivez-moi, » dit-il en se retournant. « Hurrah !» entendit-il des soldats rassemblés. Ils avancèrent rapidement, suivant la route indiquée sur la carte. David était un peu essoufflé, contrairement aux soldats d'élite endurcis derrière lui. Cependant, il refusait de les laisser prendre le dessus et tint le rythme avec Mike, haletant. Leur cible n'était qu'à 2 km au nord du camp, donc ce n'était pas loin à parcourir. Mike savait que les soldats dans le camp menaient en grande partie une bataille défensive, alors il décida de tenter sa chance en divisant la compagnie pour attaquer en utilisant la manœuvre classique du marteau et de l'enclume. Il espérait que cela surprendrait l'ennemi et stopperait son avancée. Il savait aussi que le régiment approchant par l'est ne pourrait pas entrer en combat avant plusieurs heures. Il donna des ordres et la compagnie se divisa, un groupe se dirigeant vers le côté de la route, l'autre vers l'ouest. Ils s'approchèrent de la colonne et lorsque Mike reçut la confirmation que la deuxième formation était en place, il donna l'ordre d'attaquer. Ses soldats dévalèrent la pente, tirant en avançant. Les ennemis, stupéfaits, ne savaient que faire. Certains ripostèrent, mais d'autres firent exactement ce qu'il attendait. Ils se retournèrent et coururent vers l'est, droit dans les bras de la formation en attente qui s'abattit sur eux. Mike stoppa l'avancée et ordonna à ses hommes de se mettre à couvert derrière un mur de pierre surplombant la route. Ils prirent leur position et ouvrirent le feu sur l'ennemi en contrebas. Certains soldats ennemis tentèrent de les contourner, mais les soldats de Mike s'adaptèrent et les arrêtèrent. Les choses se calmèrent rapidement alors que la plupart des ennemis rebroussaient chemin sur la route d'où ils venaient. Le colonel, satisfait de ce qu'il avait entendu, ordonna à Mike de tenir cette section de la route jusqu'à ce que le régiment soit en position. Ils restèrent en place et tinrent leur position, malgré le fait que l'ennemi tenta plusieurs fois de percer avec de petits camions armés de mitrailleuses et de lance-grenades iraniens. Pendant une brève accalmie dans les combats, Mike regarda en arrière et vit David frissonner à côté d'un tronc d'arbre renversé. Il s'approcha du général et remarqua qu'il n'avait même pas inséré un chargeur dans son fusil. Mike sortit un pistolet et s'agenouilla à côté de David, le méprisant pour son lâche étalage public. « Mets-toi en ligne maintenant, général, ou je te jure que je te fais sauter la cervelle ici même », chuchota-t-il. David regarda Mike, les yeux remplis de peur. « Espèce de lâche », cracha Mike. L'opérateur radio s'approcha de Mike. « Monsieur, vous avez un appel sécurisé des États-Unis, dit-il. »« Que se passe-t-il encore ?» pensa Mike. Il mit le casque que lui avait donné le caporal. À travers l'oculaire, il vit un homme familier assis à un grand bureau en bois dans le bureau ovale. « Capitaine Weber, » dit le président des États-Unis. « Oui, monsieur, » répondit Mike. « Ici le président Hastings. »« Le général Master est-il près de vous ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, » répondit Mike. Le président hocha la tête. « D'accord, » dit le président. « Je sais que vous êtes occupé en ce moment, mais c'est un ordre direct de votre commandant en chef. Vous comprenez ? » « Bien compris, monsieur, » dit Mike. « Très bien, » dit le président. « Je veux que vous arrêtiez immédiatement le général Master. Je vous envoie un mandat d'arrêt. Il devrait apparaître sur votre imprimante de terrain d'une seconde à l'autre. Des questions ? Non, monsieur, dit Mike. Nous sommes sous le feu en ce moment, mais je m'en occuperai personnellement. Le président hocha la tête. Merci, capitaine Weber, dit le président. Bonne chasse. L'appel s'est terminé et une feuille de papier a commencé à sortir de l'imprimante. Mike l'a prise et l'a lue. Voyant un soldat avec un rouleau de ruban adhésif à sa ceinture, il lui a fait signe de le suivre. S'approchant de David, Mike a appelé le premier sergent Roberts. « Général Master », a-t-il dit en se tournant vers David. « Par ordre du président des États-Unis, je vous arrête pour violation des règles de la justice militaire, détournement de biens gouvernementaux, fraude,
complot en vue de commettre un meurtre, espionnage, aide à l'ennemi et trahison. Il a regardé le premier sergent. Désarmez-le, a-t-il ordonné. Caporal, attachez-lui les mains derrière le dos et gardez un œil sur lui. Ne le laissez même pas bouger. Oui, monsieur, a répondu le caporal, attachant les mains de David derrière le dos avec du ruban adhésif. Mike s'est tourné vers le premier sergent. Premier sergent, sortez-moi ce verre de mon groupe dès que possible, a-t-il ordonné. Roberts a acquiescé. Oui, monsieur, a-t-il répondu. À ce moment-là, Mike a entendu un bruit sourd derrière lui. Se retournant, il a vu qu'une grenade était tombée au sol. C'était l'une de ces nouvelles grenades iraniennes dont il avait entendu parler. Mike s'est jeté sur le dispositif explosif sans réfléchir, et les soldats autour de lui sont rapidement tombés au sol. La bataille a continué et les soldats ont remporté la victoire, leur dernier hommage au commandant qu'ils respectaient et admiraient. Un jour plus tard, une famille de Springfield a appris que leur fils avait été tué au combat. Les officiers réconfortaient la famille lorsque l'appel a retenti. Chris a allumé la sonnerie de son grand téléviseur. Un grand homme avec 4 étoiles sur ses épaules est apparu à l'écran. Monsieur et Madame Reddy Weber, a-t-il dit, mon nom est le général Johnson. Je suis le président du comité des chefs d'état-major interarmés et je vous appelle depuis le Pentagone pour vous présenter personnellement mes condoléances pour la perte de votre fils. Merci, général. Nous apprécions, a dit Chris en essuyant ses larmes. Monsieur Bessama Weber, le président s'est personnellement intéressé à la mort de votre fils. Il semble qu'il ait parlé au capitaine Weber peu de temps avant sa mort, a déclaré le général. Je ne peux pas discuter de cette conversation, mais je peux dire que le président insiste pour une considération accélérée de la médaille pour votre fils. Nous vous sommes tous reconnaissants, à vous et à votre fils. Nous apprécions, général, a dit Chris. De quelle médaille s'agit-il, d'ailleurs? Médaille d'honneur, a dit le général. Il semblerait que votre fils se soit jeté sur une grenade, sauvant la vie de nombreux autres soldats. Il a donné sa vie pour que d'autres puissent vivre. J'ai compris, a dit Chris. J'espère vous voir aux funérailles de votre fils, a déclaré le général. Si vous le permettez, je considérerai comme un honneur d'escorter personnellement votre fils depuis Dover. Ce serait formidable, général. Merci, a dit Chris. Le général a salué et a mis fin à l'appel. Plus tard ce jour-là, tout l'Amérique l'a appris. Lynette était assise dans l'ancien salon qu'elle partageait avec son mari. Elle n'avait pas beaucoup mangé depuis son retour de la croisière et la maison était exactement comme Mike l'avait laissée, avec les cendres de sa robe de mariée et un album photo dans la cheminée. Quelques jours après son retour de la croisière, elle a été suspendue de son poste au département de la Défense en attendant une enquête sur ses actions et celles de David. On ne lui a rien dit de plus et on l'a prévenue qu'elle pouvait s'attendre à une visite de diverses agences. En regardant les informations, elle a entendu un présentateur annoncer des nouvelles de dernière minute du front en Afrique. Aujourd'hui, nous avons appris qu'un général de haut rang a été arrêté pour une présumée conspiration avec l'ennemi en Afrique. Le général de brigade David Master a été arrêté pour un certain nombre d'accusations, y compris conspiration pour meurtre, détournement de biens gouvernementaux et trahison. On ne sait pas si les accusations sont liées à une croisière qu'il aurait apparemment faite avec une assistante administrative en juin. Lynette a poussé un soupir en voyant la photo de David apparaître à l'écran. Le présentateur a continué son reportage. Sa compagne lors de ce voyage, une femme qui travaillait avec Master, est également considérée comme une personne d'intérêt dans cette affaire, a-t-il dit. Les yeux de Lynette se sont écarquillés. Elle ne savait rien du complot de meurtre et n'était pas au courant d'autres activités que son infidélité envers son mari. Dans d'autres nouvelles, un soldat nommé le capitaine Michael Weber est mort au combat en Afrique après avoir apparemment sauté sur une grenade pour sauver la vie de ses camarades, a annoncé le présentateur. Une image du père de Chris est apparue à l'écran en train de parler à un reporter. C'est tellement comme notre Mike, a-t-il dit, les larmes coulant sur son visage. C'était un excellent soldat et une personne merveilleuse. Il nous manquera. La diffusion est revenue au présentateur. AWT News a interviewé le père du capitaine Weber, le lauréat du prix Pulitzer et auteur à succès du New York Times Chris Weber, à propos de son fils, a dit le présentateur. Sa mort a laissé un énorme vide dans nos cœurs, a déclaré Chris, assis à côté de sa femme Chloé.
Tous deux essuyaient des larmes. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Le reportage est revenu au présentateur.